Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette conférence Sénature sur la diversité des bactéries en Nouvelle-Calédonie. Donc pour vous faire une brève introduction, les conférences Sénature sont des conférences gratuites et ouvertes au public qui ont pour objectif de parler de thématiques scientifiques et environnementales. Donc cette année, elles sont réalisées en partenariat avec le CRESICA. Donc ça permet en fait aux scientifiques du territoire de restituer leurs recherches auprès du grand public. Donc, les objectifs de la province sud à travers ces conférences, c'est bien de vulgariser l'aspect scientifique pour pouvoir le partager aux administrés, mais aussi sensibiliser un maximum pour éduquer et apprendre à mieux protéger nos ressources sur le territoire. Donc, ce soir, la séance est filmée par la télé Calédonia et on aura un temps qui sera dédié à des questions, pour vos questions à la fin. Donc, on vous prie juste de ne pas couper la conférence pour les poser. Et je vais laisser la parole à Marion qui va vous présenter les conférenciers qui interviennent ce soir. Merci à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Je me présente, je suis Marion Mastro-Moreau, chargée de diffusion scientifique au CRESICA. Donc, pour cette 6e conférence, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Nous avons de l'Institut Pasteur Alexandre Bourle, Roman Thibault et Cephas Xuma et Linda Guentas de l'UNC. Je vais vous présenter leur parcours. Alors, je vais les lire parce que je ne les ai pas appris par cœur. Donc, Alexandre a obtenu en 2012 une licence à l'UNC. Il réalise ensuite un stage à l'IRD en microbiologie sous l'encadrement du docteur Linda Guentas, ici présente. Il intègre ensuite le master biodiversité végétale tropicale à l'Université de Montpellier II et en 2016, il débute une thèse à l'UNC sur les bactéries promotrices de la croissance des plantes isolées des sols ultramafiques de Nouvelle-Calédonie. En 2019, il obtient le grade de docteur puis intègre l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et depuis 2020, il travaille sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Roman a obtenu en 2006 une licence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il part ensuite à Paris pour intégrer le cours du magistère européen de génétique à l'Université Paris-Diderot-Descartes. Puis, en 2009, il débute un doctorat sur l'amibiase intestinale à l'Institut Pasteur à Paris. En 2016, Roman revient sur le territoire et rejoint l'unité de recherche à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et travaille sur la leptospirose environnementale. En 2021, Roman est embauché par l'Institut Pasteur pour poursuivre ses travaux. Dernier intervenant de l'Institut Pasteur, Cephas. Il a obtenu sa licence en 2018 à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Il poursuit ses études en master gestion de l'environnement et sciences pour l'environnement, également à l'UNC. Il réalise ensuite 2 stages de fin d'études en microbiologie au sein d'ISEA, le laboratoire de l'Institut des sciences exactes et appliquées de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. En 2022, il devient étudiant en thèse à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie et en 2023, il obtient le prix d'encouragement à la recherche de la province sud, lui permettant de se lancer en doctorat sur la valorisation des substances naturelles issues des micro-organismes marins de Nouvelle-Calédonie. Pour terminer, je vais vous présenter Linda Guentas. Elle est titulaire d'un doctorat en biochimie, bioconversion et microbiologie. Elle intègre le laboratoire MAPIEM à Toulon en tant que maître de conférence en 2006. En 2011, elle obtient une délégation de 2 ans à l'IRD sur l'étude du microbiome associé au site hydrothermal de Prony, puis intègre l'UNC pour travailler sur les bactéries promotrices de la croissance des plantes et la restauration écologique. En 2020, elle obtient un poste de maître de conférence à l'UNC au sein d'ISEA et obtient son habilitation à diriger des recherches. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, bonjour à tous et puis donc merci d'être présents donc, pour cette conférence Sénature. Donc, quelques mots d'introduction avant de commencer ma présentation. Donc, comme vous le savez certainement tous, donc la Nouvelle-Calédonie, elle est connue et reconnue à l'échelle internationale pour son endémisme, notamment son endémisme végétal. Et elle est classée donc parmi les hotspots de biodiversité puisque des menaces pèsent sur ces écosystèmes. Chose peut-être qu'on connaît moins, c'est qu'on retrouve également une diversité importante au niveau d'une échelle beaucoup plus petite. Et donc, ça a été un peu le fil conducteur des différentes présentations que vous aurez ce soir, donc au niveau des bactéries.
Ici, vous sont présentés un petit peu, donc c'est pas exhaustif, différents travaux qui ont été menés donc, en Nouvelle-Calédonie, donc qui vous illustrent un petit peu la diversité des travaux. Donc on a par exemple des bactéries isolées des sols miniers de Nouvelle-Calédonie, des bactéries isolées du lagon néo-calédonien ou encore des bactéries dont vous parlera Roman, les leptospires isolées des sols. Et surtout, sur cette slide, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on a l'ensemble des partenaires du CRESICA, donc hormis le BRGM. Donc ça montre bien l'importance que représente en tout cas l'étude des bactéries en Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est une présentation à 4 voix, mais surtout à 2 instituts. Donc ça ne regroupe pas l'ensemble des travaux qui sont réalisés en Nouvelle-Calédonie, mais donc c'était pour avoir une vue quand même un petit peu plus exhaustive. Donc moi, je suis Bourle-Alexandre, donc je travaille au sein du groupe de bactériologie médicale et environnementale. Et donc on est une équipe actuellement de 6 personnes, donc avec les portraits qui vous sont présentés ici. Et comme ça, c'est mieux. Et donc on a différentes activités de recherche, mais notre activité de recherche principale repose sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. Notre unité, donc, elle est à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, mais on travaille en étroite relation avec le centre hospitalier territorial. Donc, Julien Collot, qui vous est présenté ici, est par exemple responsable du laboratoire de microbiologie médicale au CHT. Donc, on a pas mal d'interactions avec le CHT également. On a des activités de formation, hein, donc que ce soit des cours à l'université ou également des stages et des activités d'expertise et de santé publique, notamment des collaborations avec la direction des affaires sanitaires et sociales, dont je vais vous parler sur un exemple très précis. Donc, avant de rentrer un petit peu dans le cœur de la présentation, donc l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais je voulais vous présenter ça avec cette frise chronologique. Et en fait, on s'aperçoit que dès la découverte des antibiotiques, dès la découverte, par exemple, de la pénicilline, on a eu l'apparition des résistances quelques temps après. Donc, par exemple, la découverte de la méticilline en 1960 et des bactéries qui ont développé des résistances en 1961. Donc, l'apparition de ces résistances quelques années après la mise sur le marché des antibiotiques. Et donc, ici, vous c'est présenté sur ce graphique. Donc, par exemple, je vais vous parler des bêta-lactamines, qui sont des antibiotiques qui s'attaquent à la paroi des bactéries. Et certaines bactéries ont développé des mécanismes de résistance, et notamment, par exemple, pour ce qui est des bêta-lactamines, je vais vous parler des bêta-lactamases, donc qui sont des enzymes qui vont venir inactiver l'antibiotique, et ainsi l'antibiotique, il va plus fonctionner. Ici, un antibiogramme qu'on appelle, mais je vais laisser Céphase vous en parler un petit peu plus dans la suite de la présentation. La résistance aux antibiotiques, maintenant, c'est un enjeu de santé mondial, puisqu'en 2019, elle est classée parmi les 10 principales menaces pesant sur la santé mondiale. Il y a 1,3 million de décès en 2019 qui sont directement imputables à la résistance aux antibiotiques, et on estime qu'en 2050, ce nombre de décès il atteindra 10 millions. Et donc, par exemple, vous voyez supérieur au cancer. C'est une problématique donc aussi en Océanie. Vous voyez ici les données qui ont pu être récupérées pour l'Océanie, donc avec le nombre de décès. Et c'est certainement un effet qui est sous-estimé du fait du manque de données donc pour la région Océanie. À titre de comparaison, là, j'avais retrouvé ça un petit peu dans la bibliographie. Donc, l'épidémie de Covid-19, donc sur des chiffres de janvier 2020 à septembre 2021, ça avait tué 6,5 personnes, 5 millions de personnes. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble des bactéries sur lesquelles on travaille, mais plutôt de deux plus particulièrement, pardon. Donc, de deux types de bactéries pour faire simple, les entérobactéries résistant au carbapénème et le Staphylococcus aureus, qu'on connaît plus sous le nom de staphylocoque doré, résistant donc à la méticilline. Vous voyez que ces bactéries, donc, elles sont classées par l'OMS comme parmi les 12 superbactéries donc résistantes aux antibiotiques et pour lesquelles il est urgent de développer de nouveaux antibiotiques. Et ça, c'est notamment Céphase qui va vous en parler dans sa présentation. Donc, le staphylocoque doré résistant à la méticilline, donc en Nouvelle-Calédonie, il s'agit de la principale espèce bactérienne rencontrée. Donc, elle était en constante augmentation depuis 2012, comme vous pouvez le voir ici sur ce graphique, avec ici donc ce pourcentage de résistance
et ici le pourcentage de résistance retrouvé en France métropolitaine, par exemple. Avec le climat tropical, elle trouve des conditions donc, climatiques idéales à son développement. Il y a de très nombreuses variétés de Staphylococcus aureus. Vous verrez que ça a son importance dans la slide suivante. Et donc, c'est un pathogène redoutable. Donc, même ça peut commencer par un simple furoncle, mais ça peut ensuite arriver jusqu'à des septicémies et puis entraîner aussi des décès. C'est une problématique donc, à l'échelle du territoire. Il y a notamment des guides qui ont été édités donc, par l'ADAS pour sensibiliser à ce staphylocoque doré ces dernières années. Donc, au sein de notre groupe, on a eu une hypothèse il y a quelques années, c'était que donc, cette augmentation, est-ce qu'elle était due à un staphylocoque doré bien particulier? Donc là, je vais vous présenter les résultats. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des staphylocoques dorés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et on a fait des typages moléculaires. Donc, tous les staphylocoques dorés, là, vous voyez ici avec leur petit nom qui apparaissent en jaune, on considère que c'est exactement le même staphylocoque doré. Donc, vous voyez qu'on a ce clone-là, donc c'est un clone qu'on appelle, qui est retrouvé donc, sur l'ensemble de la Calédonie. Ce clone-là, on a pu mettre également en évidence qu'il était résistant à la fusidine. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une crème qu'on avait beaucoup dans nos pharmacies en Nouvelle-Calédonie. Et donc, suite à ces résultats, donc, il y a eu la DAS qui a interdit donc, la mise sur le marché, donc l'importation de la fusidine. Donc, suite à ces résultats, mais déjà en amont de ces résultats, il y avait eu des campagnes pour éviter d'utiliser la fusidine. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de cette résistance ces dernières années. Donc, vous voyez, ça, c'est le graphique que je vous ai montré jusqu'en 2018, l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Et ici, c'est la consommation de fusidine. Et en fait, donc, depuis cette période de sensibilisation jusqu'à ici, l'arrêt de la mise sur le marché, depuis, donc, on a une diminution drastique de cette résistance et donc certainement une disparition de ce clone jaune-là au cours du temps. Donc là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est un suivi. Donc typiquement, s'il n'y a pas un autre clone, un autre staphylocoque doré qui aurait pris la place. Et donc, tous les 2 ans, on a des campagnes pour suivre un petit peu, réaliser des nouvelles campagnes pour suivre un petit peu l'évolution de ce staphylocoque doré. Donc typiquement, ce genre de résultat, c'est par exemple inscrit dans le guide des anti-infectieux qui est proposé donc, à l'ensemble du personnel soignant donc, en Nouvelle-Calédonie. Et ce type de situation, c'est par exemple retrouvé en Nouvelle-Zélande également. Deuxième temps, c'est les entérobactéries productrices de carbapénémase, donc les autres bactéries dont je vous parlais tout à l'heure. Donc celles-là, elles sont classées comme prioritaires pour la recherche de nouveaux antibiotiques parce que vous voyez ici l'efficacité des antibiotiques sur ces bactéries. Et donc, on a soit des souches résistantes ou soit même d'autres où il faut la sensibilité, elle doit être évaluée. Donc, ces bactéries-là, c'est vraiment des bactéries qui peuvent conduire donc, à des impasses thérapeutiques. Vous voyez ici l'évolution de ces bactéries au cours du temps, donc avec des chiffres du CHT. Donc, en juin 2023, là, par exemple, ici, on est déjà dépassé les chiffres de 2022, donc au milieu de l'année. Donc, ça, c'est plutôt, on est sur des épidémies qu'on appelle nosocomiales, donc on retrouve à l'hôpital. Ce qu'on fait sur le travail qu'on mène sur ces bactéries, c'est que, bien évidemment, donc on a une grande partie sur la recherche de ces résistances dans le compartiment humain. Mais en fait, on regarde aussi ces résistances aux antibiotiques si on les retrouve dans le compartiment animal et également dans l'environnement. On a différents travaux donc, sur ces thématiques-là et l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu donc, la transmission de ces résistances aux antibiotiques donc, en Nouvelle-Calédonie, donc que ce soit au niveau des patients, au niveau de l'environnement, au niveau animal et par la circulation de petits éléments comme ça, dont je ne vais pas plus vous parler aujourd'hui, mais ce qu'on appelle des plasmides. Et ces plasmides-là, donc, ils s'échangent entre les bactéries et donc potentiellement, donc, ils pourraient circuler donc, entre ces différents compartiments. Donc, différents projets en cours, notamment avec le CHT, un projet qui avait été financé par le CRESICA sur la période 2021-2022 et un projet sur le compartiment animal, notamment avec la DAVA. Tout ceci dans une optique de mieux comprendre et de limiter un petit peu la dissémination de ces résistances au carbapénème en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, juste pour finir, donc tout à l'heure, je vous parlais de lien étroit avec la Nouvelle-Zélande pour le staphylocoque doré et pour les entérobactéries productrices de carbapénémase. Vous voyez qu'en métropole, pour ce type-là, c'est ce type-là qui est retrouvé en Nouvelle-Calédonie. On en retrouve très peu. C'est plutôt un autre type de résistance. Et le type de résistance que nous, on retrouve en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui est aussi retrouvé majoritairement en Australie. Donc des liens étroits avec les pays du Pacifique. Et parmi nos thématiques, c'est d'essayer d'étendre un petit peu. Je vous disais qu'on avait très peu de données sur la région Pacifique.
donc d'étendre ces travaux à d'autres territoires du Pacifique. Et voilà, merci pour votre attention, puis je laisse la parole à Cephas. Bonsoir à tous. Que vous m'entendez? Bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Cephas Roumain. Je suis en première année de thèse à l'Institut Pasteur et je travaille sur les propriétés antibiotiques de substances naturelles issues de micro-organismes marins de Nouvelle-Calédonie contre des souches antibiorésistantes. Comme Alex il avait évoqué tout à l'heure, il y a une nécessité de rechercher, de développer de nouveaux antibiotiques pour remplacer les antibiotiques qui sont devenus inefficaces contre les souches, les bactéries résistantes. Donc, ma thèse, elle est dirigée par Mariko Matsui de l'Institut Pasteur. Elle est co-dirigée par Linda Guentas, ici présente, avec les partenaires Julien Collot du CHT et Alexandre Gourles, ici présent également, et Monsieur Jean Zou et Monsieur Chalkadakis, qui sont les gérants de la start-up locale de biotechnologie Biotecal. Donc, je profite aussi de remercier la province Sud qui soutient ce projet au travers du prix d'encouragement à la recherche. Alors, l'une des sources considérables de nouvelles molécules biologiquement actives, ce sont les substances naturelles. Il y a plus de 90 composés antibactériens qui sont dérivés de substances naturelles qui ont été approuvés entre 1981 et 2016. On a par exemple la pénicilline qui est le premier antibiotique qui fut découvert par le microbiologiste anglais Alexander Fleming. Donc, cet antibiotique est un produit naturel puisqu'il est synthétisé par un champignon, c'est une moisissure. Et aussi, on a un autre exemple de produit naturel, la phosphomycine, qui est synthétisée par une bactérie, par des bactéries du genre des Streptomyces. Et ces antibiotiques-là font partie de la famille des bêta-lactamines, parce que Alex, il a parlé tout à l'heure avec un mécanisme d'action sur la paroi de la bactérie. Donc, les antibiotiques qui sont actuellement utilisés sont des molécules dérivées de produits naturels et ils ont été modifiés en fait pour améliorer l'activité, leur activité thérapeutique. Donc, en ce qui concerne les antibiotiques synthétiques, dont la molécule pharmacologiquement active est issue d'un produit naturel, on a par exemple l'ofloxacine, la norfloxacine, qui sont des quinolones et qui ont un mécanisme d'action sur l'ADN de la bactérie. Et donc, les substances naturelles restent la meilleure option pour la recherche de nouvelles structures de molécules qui constitueraient des agents efficaces pour lutter contre les maladies humaines telles que l'antibiorésistance. Alors, parmi les substances naturelles, il y a les substances naturelles marines qui constituent une source valorisable pour le développement des biotechnologies bleues à des fins d'application pharmaceutique notamment. Et pour les substances naturelles marines possédant des activités antibiotiques, la plupart proviennent de micro-organismes marins, comme par exemple les bactéries marines qui sont associées aux macro-organismes marins, comme par exemple les coraux, les algues, les pêches de mer par exemple. Et en ce qui concerne les bactéries marines, on a par exemple les genres Pseudoalteromna et Vibrio qui possèdent des activités antibiotiques. Donc, il y a un fort intérêt pour les micro-organismes du fait de leur facilité de culture en laboratoire et d'extraction de molécules d'intérêt. Donc, si on recherche dans la littérature scientifique les mots-clés bactéries marines et activités antibiotiques, on s'aperçoit qu'il y a eu une nette augmentation du nombre de publications au cours de ces 20 dernières années. Donc, vous pouvez le voir ici en orange, la France,
qui est bien placé et qui fait partie des 10 pays qui sont impliqués dans la recherche des activités antibiotiques à partir de bactéries marines. La Nouvelle-Calédonie est considérée comme un hotspot de biodiversité marine avec plus de 9000 espèces marines au sein même du parc naturel de la mer de Corail. Et donc, ce qui suggère que le milieu marin de Nouvelle-Calédonie constitue une source considérable de nouvelles molécules biologiquement actives et potentiellement exploitables. D'ailleurs, il y a des campagnes de bioprospection qui ont été réalisées sur le territoire pour caractériser des bactéries aquatiques pour le développement des biotechnologies notamment. Et on a par exemple la campagne de l'IFREMER en collaboration avec l'IPNC entre 2009 et 2014 et qui ont permis de caractériser plus de 700 bactéries marines de milieux atypiques de Nouvelle-Calédonie. On a la campagne hydroponie de l'IRD qui ont permis de caractériser des bactéries extrémophiles, des sources hydrothermales de Prony. Et enfin, il y a la start-up calédonienne de biotechnologie, Biotecal, qui a constitué une collection de 300 bactéries marines entre 2015 et 2017 et qui, pour certaines de ces bactéries, produisent des molécules biologiquement actives telles que les exopolysaccharides, qui sont des grosses molécules constituées de sucre. Donc, l'objectif de la thèse serait d'étudier les potentiels antibiotiques de substances naturelles issues de bactéries marines de Nouvelle-Calédonie. Donc, les bactéries marines et les exopolysaccharides qui sont étudiés proviennent de la collection de Biotecal. Et le projet va permettre de répondre à une problématique de santé publique majeure, à savoir l'antibiorésistance. Il va permettre également de valoriser la biodiversité marine de Nouvelle-Calédonie et de permettre un développement économique plus durable. Pour aborder rapidement l'approche expérimentale, alors, à partir des bactéries marines, on va réaliser de la biofermentation on va effectuer de la biofermentation pour produire de la biomasse bactérienne. Et à partir de cette biomasse, on va obtenir des extraits qu'on va ensuite tester pour déterminer leur activité. Ensuite, à partir des extraits actifs, on va réaliser de la caractérisation chimique pour déterminer les molécules actives. Ensuite, on va étudier les mécanismes d'action des molécules actives sur la bactérie. Donc, on va essayer de comprendre comment la molécule active va agir pour détruire la bactérie. Donc, pour vous parler rapidement du principe d'un antibiogramme qui fait partie de l'un des techniques qui fait partie, c'est une technique qui fait partie de mes tests antibiotiques. Alors, un antibiogramme, c'est ça, c'est une boîte de pétri avec un milieu de culture solide. Et c'est de la gélose qui contient des nutriments nécessaires au développement de la bactérie. Et sur toute la surface du milieu, on va faire pousser la bactérie. Comme vous pouvez le voir ici, la bactérie elle est en jaune, blanc. Et du coup, dans un deuxième temps, on va venir déposer des disques. Des disques ici, là, des disques d'antibiotiques sur la surface du milieu de culture en contact du coup avec la bactérie. Et après incubation, on observe l'apparition de ces zones claires là qui montrent l'absence de développement de la bactérie et qui confirment l'activité de l'antibiotique sur la bactérie. Et donc, la présence de ces zones claires-là, qu'on appelle aussi des spectres d'inhibition, indique que la bactérie elle est sensible à l'antibiotique. Et dans le cas contraire, s'il y a une absence de ces allodinhibitions, comme par exemple ici, là, les antibiotiques 1, 2 et 3, dit que la bactérie elle est résistante à ces antibiotiques.
des études. Une étude a été réalisée sur les territoires et a permis de caractériser des bactéries marines qui possèdent des activités antimicrobiennes. Et les bactéries marines ont particulièrement été actives sur des bactéries sensibles aux antibiotiques, mais également des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et ces bactéries n'ont pas été actives sur le SARM, le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Donc, les travaux se poursuivent sur les bactéries marines de Nouvelle-Calédonie pour rechercher de nouvelles bactéries potentiellement actives et pour comprendre, pour étudier et caractériser les molécules antibiotiques qui constitueraient, je l'espère, les médicaments du futur pour lutter contre la problématique de l'antibiorésistance. Merci pour votre attention. Je laisse la place à Linda. Bonjour et merci d'être là ce soir. Donc, je suis Linda Guentas et j'appartiens au laboratoire à l'Institut des sciences exactes et appliquées de l'Université de Nouvelle-Calédonie et on travaille sur l'environnement terrestre et côtier en milieu tropical sous contraintes naturelles et anthropiques. Et dans le cadre de mes recherches, je cherche à améliorer la connaissance pour protéger et valoriser la biodiversité néo-calédonienne, qui est une biodiversité exceptionnelle. Je me concentre plus précisément sur les bactéries qui sont des aides pour les végétaux de Nouvelle-Calédonie, parce qu'elles sont promotrices de la croissance et qu'elles permettent également de conférer une résistance aux métaux, puisqu'on travaille surtout sur les sols ultramafiques. Donc en Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'on a un tiers du territoire de la Grande Terre qui est recouvert de sols ultramafiques et qui constitue un territoire très contraignant pour les plantes. Et donc on a un développement de plantes qui ont un fort taux d'endémisme, c'est-à-dire jusqu'à 75%. Et ces plantes sont souvent accompagnées de certains micro-organismes. Et ces micro-organismes sont très adaptés à la contrainte du sol. Cette biodiversité unique qui s'est développée sur ces sols ultramafiques est malheureusement menacée par des activités anthropiques et également les phénomènes hydriques et puis les phénomènes climatiques comme la Niña. Donc, pour préserver cette flore et la biodiversité unique de Nouvelle-Calédonie, il faut l'étudier et étudier les mécanismes d'adaptation. Donc, on cherche à comprendre les mécanismes d'adaptation aux environnements extrêmes que constituent évidemment les sols ultramafiques. Pourquoi ? Pour utiliser les micro-organismes et notamment les bactéries ainsi que les plantes pour la restauration écologique, d'une part, puisque les sols sont dégradés par l'activité minière et puis par l'érosion hydrique. Donc, les restaurations écologiques, qu'est-ce que c'est ? C'est assister à une régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits. Et on recherche également des micro-organismes et notamment des bactéries, voire des bactéries associées à des plantes pour la bioremédiation, qui est en fait l'utilisation d'organismes vivants pour transformer, immobiliser ou détruire des éléments traces métalliques qui sont courants dans nos environnements, naturellement, évidemment. Donc, le sol contraignant de Nouvelle-Calédonie que constitue le sol ultramafique, puisqu'il constitue quelque chose qui est pauvre en nutriments pour la plante, qui est très drainant et qui en plus contient des éléments traces métalliques, ainsi que le climat, plus évidemment l'environnement des autres espèces issues de l'Océanie, ont entraîné évidemment la mise en place d'une microflore et d'une flore très spécifique et qui est adaptée. Donc, ça va nous permettre évidemment de faire des focus particuliers, notamment sur les rhizobactéries associées aux plantes sur sol ultramafique. Alors, les rhizobactéries, elles sont issues du sol et elles sont en association étroite avec la racine au départ. Donc, quelle association ? D'abord,
une association proche de la racine qu'on appelle la rhizosphère, environ 10 à 20 cm de la racine. C'est la partie du sol en contact avec les racines et qui subit l'influence des racines puisque les racines sont en étroite interaction avec le sol et relarguent dans le sol des métabolites qui peuvent être intéressants pour les micro-organismes. C'est ainsi que la plante va recruter son armée de micro-organismes. On peut avoir également des micro-organismes sur le rhizoplan, qui est évidemment la surface directe sur la plante. Donc, on a une association de micro-organismes qu'on appelle les micro-organismes au départ pionniers, qui viennent se coller sur la racine par l'intermédiaire de polysaccharides. Elles forment une espèce de matrice dans laquelle elles s'enferment et elles vont ainsi filtrer le milieu extérieur, protéger la plante, évidemment, des stress extérieurs, se protéger également, et filtrer les nutriments pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle un biofilm, dont Roman vous parlera plus précisément tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez avoir l'endorhizosphère, c'est-à-dire des bactéries à l'intérieur de la racine, donc au niveau, évidemment, de l'épiderme. Donc tout ça, ça peut faire des associations entre micro-organismes et plantes qui peuvent être à bénéfice mutuel. Donc, parmi les rhizobactéries, je vais vous parler plus précisément des Plant Growth Promoting Rhizobacteria qu'on appelle PGPR. Elles sont entre 2 à 5% dans le sol et ce sont des bactéries qui sont donc bénéfiques. Elles sont bénéfiques pourquoi? Parce qu'elles ont une action sur le développement des racines en produisant par exemple des hormones de plantes. Elles peuvent également avoir une influence sur la nutrition de la plante. Elles aident à fixer l'azote, qui est un nutriment important pour la plante, à libérer les phosphates qui sont souvent chélatés dans les sols ultramafiques. Et elles ont aussi un rôle contre les stress biotiques, c'est-à-dire les stress internes, par exemple, les pathogènes de plantes, ou les stress abiotiques, ce sont les stress environnementaux. Et on s'intéresse plus particulièrement, évidemment, sur sol ultramafique, au stress métallique et aux mécanismes développés par ces micro-organismes qui confèrent à la plante également potentiellement une résistance aux métaux. Donc, on est à la recherche de métal tolérants, donc des bactéries résistantes aux métaux qui aident à la croissance des plantes, donc PGPR, dans tout le milieu écologique pour évidemment essayer d'avoir une restauration qui est efficace. Donc, ces bactéries sont rhizosphériques ou endophytes, donc à l'intérieur de la plante. Elles améliorent la croissance de la plante et ou la tolérance au stress métallique. Parmi ces micro-organismes PGP, voire MT-PGPR, il y en a certains qui aident d'autres micro-organismes à s'installer au niveau de la plante. Par exemple, elles peuvent aider des champignons mycorhiziens qui aident la plante en s'associant de façon symbiotique, donc à l'intérieur de la plante, à absorber les nutriments et également à réduire le stress métallique. Donc, cette petite partie des PGPR, qui sont aussi peut-être résistantes aux métaux, sont appelées les mycorrhizal helpers ou MHB, bactéries auxiliaires de la mycorrhization. Donc, notre travail est d'isoler, de purifier, d'identifier et de caractériser ces micro-organismes pour éventuellement les utiliser ensuite pour faire une bio-augmentation, c'est-à-dire replanter, mais replanter efficacement des plantes endémiques avec leur cortège microbien sur des sols qui sont potentiellement dégradés et hostiles à l'implantation des plantes à nouveau. Donc, on a recherché dans des familles de plantes les cyperacées en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'était en partie des thèses qui ont commencé en 2009 et qui se sont poursuivies avec la thèse d'Alexandre Bourle sous ma direction et la direction du professeur Hamid Amir. Donc, on a isolé des bactéries associées à 3 espèces de cyperacées. Donc, qu'est-ce que c'est les cyperacées? Ce sont des plantes pionnières et endémiques. Donc, elles sont endémiques, on en a 10 à 11 espèces qui vivent sur sol ultramafique. Elles sont pionnières de la revégétalisation, c'est-à-dire que c'était la première strate qui s'installe sur ces sols hostiles pour essayer de reprendre le contrôle et que la flore se réinstalle. Donc, on a identifié des genres majoritairement associés aux racines et ces genres bactériens, ils ont une tolérance aux conditions ultramafiques. Donc, les conditions ultramafiques, c'est pauvre en nutriments, des métaux,
D'accord? Donc, c'est quelque chose qui ne va pas aider à l'installation des plantes. Elles sont également promotrices de la croissance des plantes. D'accord? On a effectué des tests in vitro et ensuite on a fait des tests sur in planta, d'accord, en serre. Donc, on a fait un focus durant la thèse d'Alexandre Bourges sur la famille sur le genre Burkholderia et sur le genre Cortobacterium. On a fait toute une batterie de tests. On les a d'abord caractérisés d'un point de vue taxonomique, donc d'un point de vue génétique. On a regardé leur réponse à la contrainte métallique, les interactions avec d'autres micro-organismes, notamment les AMF, et on a fait des essais en plantes. On a pu ainsi identifier un écotype d'une bactérie de Cortobacterium citreum. Donc, un écotype, c'est quoi? C'est une bactérie qui existe, d'accord, une espèce qui existe ailleurs dans le monde, sur d'autres territoires, dans d'autres sols, mais on a constaté que le sol ultramafique avait structuré cette bactérie, c'est-à-dire qu'elle avait développé des capacités qui n'existent que chez elle et pas chez ses congénères dans d'autres pays, notamment une résistance métallique. De nouvelles espèces ont été identifiées, qui sont donc spécifiques de la Nouvelle-Calédonie, que l'on a nommées Caballeronia novaeconomica et Paraburkholderia ultramafica. Donc, je vais vous présenter quelques résultats sur l'activité in planta et sur les possibilités également de résistance aux métaux. Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que ça confère à la plante. Donc, on a fait des inoculations sur plantes de ces deux nouvelles bactéries et on a constaté en fait une diminution au niveau racinaire des quantités d'éléments traces métalliques, donc de ces fameux métaux qu'on appelle maintenant éléments traces métalliques et non plus métaux lourds. Donc le nickel, le chrome, le cobalt, le manganèse. Suivant la bactérie, on a une diminution qui va de 30 à presque 60%. On a également essayé de voir si elles avaient des activités sur les plantes et si elles pouvaient aider l'installation, par exemple, d'AMF. Donc, Cortobacterium citreum est décrite comme une bactérie endophyte qui a eu des activités aussi d'interaction avec les champignons mycorhiziens arbuscules. Donc, on a essayé sur une plante, Tetraria comosa, qui est donc la plante qui apparaît la première sur les sols dégradés. Elle est décrite comme faiblement mycorhizée. Donc, elle est normalement présente sur les sols, mais peu aidée par les mycorhizes. Si on la met en contact avec ces AMF en présence de citréum, on constate au niveau croissance qu'on a une très belle croissance en présence de citréum et d'AMF, donc une augmentation de la croissance. On a regardé au niveau des racines, si on retrouvait le champignon mycorhizien, on a une augmentation de la mycorhization au niveau intensité et au niveau fréquence, ce qui donc contribue à une meilleure nutrition de la plante et donc à la stimulation de sa croissance. Au niveau métallique, on a constaté des réductions des métaux dans les parties aériennes. Ça veut dire que sur ce tableau, vous pouvez voir TF, c'est donc le facteur de translocation. Ça veut dire que les métaux, même si ils sont au niveau des racines, s'ils pénètrent au niveau des racines, ils ne sont pas envoyés vers un stockage au niveau des feuilles. Donc, se pose la question d'utiliser les AMF plus les bactéries résistantes aux métaux et potentiellement MHB ou PGPR comme biofertilisant. On a été financé en association avec une start-up, une société du territoire, Aura Pacifica, par un projet européen pour étudier en fait la mise en place de bombes à graines, donc un mélange d'AMF et de bactéries et de graines que l'on sèmerait sur les sols dégradés. Ensuite, les environnements extrêmes ou inhospitaliers, on a dit que ça envoyait des signaux pour la bactérie à s'adapter. Et elle développe donc des mécanismes adaptatifs. Ces mécanismes adaptatifs peuvent être extracellulaires. Donc, on a parlé tout à l'heure de la formation de biofilms pour se protéger et filtrer l'environnement. On a parlé avec CEFAS de la production d'exopolysaccharides. On n'a pas dit à quoi correspondaient ces exopolysaccharides, c'est-à-dire de quoi pouvait être constitué ce polymère et à quoi il pouvait servir pour la bactérie. Généralement, il sert également à se protéger. On l'envoie dans l'environnement pour chélater ou floculer les éléments qui pouvaient être toxiques. Et la bactérie peut également développer des mécanismes cellulaires
donc à la surface en biosorbant, donc en accrochant et en empêchant les métaux, par exemple, de rentrer. Elles peuvent également faire rentrer le métal à l'intérieur en bioaccumulation ou en séquestration. Donc, du coup, on peut utiliser des micro-organismes pour bioremédier des environnements contaminés, par exemple, par des métaux ou d'autres polluants. C'est des projets qu'on a développés et qui ont été soutenus par le CNRT et par le CRESICA, essayer de développer des techniques de dépollution des eaux, qui est un problème mondial majeur et qui, en Calédonie, est aussi un problème qui s'étend, puisqu'on cherche à avoir de l'eau pure pour pouvoir, disons, dépolluer ou décontaminer pour pouvoir avoir une eau de consommation qui respecte les règles environnementales. Donc, la réponse adaptative de nos bactéries, on voit qu'elles sont résistantes à certains métaux, mais quel mécanisme? On a cherché donc à comprendre d'abord le mécanisme avant de pouvoir développer ces techniques. Donc, on a regardé si elles bioaccumulaient, mais ce n'était pas le mécanisme principal. Il existait un phénomène de surface qui empêchait donc les métaux d'entrer. Donc, deux types de phénomènes de surface que je vous ai présentés. Une, c'était la formation de biofilms. Ici, vous avez une microscopie électronique à balayage, un biofilm qui a été formé sur filtre en présence de nickel et NiSO4. On a constaté donc que le NiSO4 engendrait la formation de biofilms chez cette bactérie et qu'en plus, le biofilm présentait des traces de nickel à l'intérieur de la matrice. Pour Paraburkholderia ultramafica, c'était un autre système pour contrer en fait les métaux, c'était la production d'exopolysaccharides. Donc là, on chélate, mais à l'extérieur, on ne veut surtout pas voir le métal. À ce moment-là, vous voyez ici le polymère qui a été purifié. Donc ça ne se voit pas énormément, mais il y a une légère coloration verdâtre qui indique évidemment la présence de nickel dans le polymère. Donc il a été produit par la bactérie lorsqu'elle était en contact avec le nickel dans son milieu. On peut faire la même chose en prenant le polymère vierge produit par une bactérie qui n'a jamais rencontré de métal et essayer de voir si ce polymère chélate effectivement les métaux alors qu'il est en dehors de la bactérie. Donc ici, vous pouvez voir pour l'exopolysaccharide Paraburkholderia ultramafica la production de cet exopolysaccharide, donc de base. La production en présence de chrome, elle est donc stimulée. En présence de nickel, on reste à peu près au même taux de production que pour le témoin, donc la bactérie qui n'aurait pas vu le nickel. Donc on a de bons espoirs sur ces deux bactéries pour essayer de développer des techniques de bioremédiation. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Roman. Bonsoir à tous. Je vais continuer un petit peu sur la thématique de biofilm que Linda a commencé à introduire et on va l'appliquer à une bactérie pathogène qu'on rencontre en Nouvelle-Calédonie, que sont les leptospires pathogènes. Donc les leptospires, c'est des bactéries qu'on étudie au laboratoire à l'Institut Pasteur et qui sont les agents infectieux de la leptospirose, donc une maladie qui est très bien connue des Calédoniens. Sur cette image, vous pouvez voir un biofilm formé par ces bactéries pathogènes. Donc ici, vous avez en fait un enchevêtrement de centaines de milliers de bactéries qui s'enchevêtrent les unes autour des autres. Et elles forment cette structure. C'est un petit peu le système social des bactéries. Il faut savoir que le biofilm, c'est le mode de vie principal des bactéries. Dans l'environnement, elles sont sous forme de biofilm. Et finalement, l'idée qu'on se fait des bactéries planctoniques, il n'y a vraiment que dans un laboratoire, dans une suspension bactérienne, dans une étuve, qu'on voit ça dans la réalité, dans la nature. Elles ont plutôt cette forme de biofilm. Et ce biofilm-là, il joue de multiples rôles. Et nous, il y a un rôle qui nous intéresse particulièrement, c'est la protection qu'elle peut conférer à ces bactéries. Avant de parler biodiversité et biofilm, il faut que je vous introduise le cycle épidémiologique de cette maladie pour mieux comprendre pourquoi on s'est intéressé au biofilm. Donc la leptospirose, c'est une zoonose, c'est une maladie qu'on partage avec les animaux. Donc les animaux peuvent être aussi bien infectés que les humains. De manière générale, tous les mammifères peuvent être infectés par cette bactérie.
Et donc, on a ces mammifères qui viennent contaminer l'environnement. En fait, elles viennent relarguer dans l'environnement ces bactéries pathogènes. Ces bactéries pathogènes ont la capacité de survivre dans les sols et d'être lessivées lors de fortes pluies. Et on voit que lors de fortes pluies, il y a une concentration des bactéries pathogènes dans les eaux. Et ça amène un risque, généralement lors des épisodes pluvieux intenses ou lors d'événements de crue. Et on peut avoir des contaminations humaines. Donc l'homme s'infecte, tout comme les autres mammifères, je le disais. Et on va distinguer certains mammifères qui vont avoir la capacité d'être porteurs chroniques pour la bactérie. C'est-à-dire que ils vont développer une infection assez légère et ils vont être hôtes, finalement asymptomatiques de la bactérie dans les reins. La bactérie va être capable, finalement, de coloniser les reins de ces mammifères et de s'installer dans les tubules rénaux. Si bien qu'à chaque fois que ces animaux vont uriner, ils vont relarguer dans l'environnement des bactéries pathogènes et recontaminer de nouvel environnement. Et la boucle peut continuer ainsi. Nous, on s'intéresse vraiment à ce compartiment éthique, à ce qui se passe dans l'environnement et notamment en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser au biofilm comme structure de protection dans les sols. Nous, notre hypothèse qu'on a commencé à travailler sur le biofilm, c'est que le biofilm conférait une survie et une protection à ces bactéries qui leur permettraient de persister et de résister dans les sols. Et ça, c'est une hypothèse qui finalement s'interface très bien avec ce qu'on observe dans l'épidémiologie en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que la majorité des cas de contamination humaine en Nouvelle-Calédonie, elles font suite à une exposition environnementale. Donc, ça veut vraiment dire que ces bactéries-là, ces bactéries pathogènes infectieuses, elles ont la capacité de survivre dans l'environnement et on pense que c'est le biofilm qui est responsable de cette survie environnementale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu regardé sous tous les angles la formation du biofilm et son architecture. Et là, ce que je vais vous faire voir, c'est un film qu'on a pris avec un microscope assez particulier. C'est un microscope incubateur. Donc, on est capable de cultiver pendant plusieurs jours à 30 degrés nos cellules dans un incubateur. Et en même temps, on a une caméra qui peut venir filmer et regarder la dynamique et le processus de formation du biofilm. Donc, c'est le film que je vais vous montrer là. J'ai pris une image toutes les 30 minutes pendant 10 jours. Donc, vous allez voir, c'est une cinétique de 10 jours de formation du biofilm des leptospires pathogènes. Avant que ça commence, ça c'est des petits artefacts, c'est des petites poussières. Les bactéries, on les distingue à peine ici. Elles sont un petit peu noires. Là, c'est les petits filaments que vous voyez. Donc, la cinétique de formation du biofilm commence. Vous voyez qu'on a des bactéries planctoniques qui sont dans le milieu, qui nagent, des bactéries mobiles. Les leptospires, elles ont la capacité de se mouvoir. Elles ont 2 flagelles de chaque extrémité et elles ont la capacité de se mouvoir. Et au fil de la cinétique, on voit que les bactéries ont proliféré et qu'elles commencent à faire ces agrégats. Elles se sont regroupées entre elles, elles commencent à faire ces agrégats et on voit que c'est une structure qui est très dynamique. Donc c'est des centaines de milliers de bactéries qui se sont réunies entre elles et qui commencent de fil en aiguille à former ces agrégats et à se collusionner finalement les uns avec les autres. Et à la fin, au bout d'une semaine de culture, on a ces structures massives qui sont produites dans nos puits de culture, où on a donc ce biofilm des leptospires qui commence vraiment à croître, à prendre de l'épaisseur. Et là, on voit que c'est une structure qui est beaucoup plus statique qu'au début de la cinétique. Et là, on est dans un système de maturation du biofilm. Donc là, il y a toute une organisation des bactéries entre elles qui font une structure particulière et qui commencent à croître. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a aussi essayé de visualiser, de caractériser l'organisation de ce biofilm. Donc, on a réalisé des micrographies avec un microscope électronique à balayage sur la plateforme de l'université. Donc ici, c'est encore une fois un biofilm des leptospires. Et vous voyez qu'en fait, il était plat initialement. Et en fait, dans le traitement qu'on lui a fait subir, ça l'a légèrement recourbé. Si bien qu'on a accès à la fois à la partie apicale de la structure, donc la partie qui est exposée du biofilm, mais on a aussi pu visualiser ce qui se passait en fait en dessous du biofilm, donc la partie basale. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des structures assez différentes. Donc là, c'est la partie basale, donc c'est la partie qui est protégée du biofilm. Et vous voyez qu'on a ces structures comme ça, où là, on distingue nos bactéries. On voit qu'elles se sont organisées en formant ce réseau très poreux au final, un peu un réseau d'éponge. Et ce réseau-là, il est complètement différent de ce qu'on a pu observer sur la face exposée. Donc sur la face exposée, on a quelque chose qui a très peu de texture, on a quelque chose de très plat.
vous voyez que les pores ils sont bien plus petits, on distingue même presque plus nos bactéries. Et en fait, on voit que surtout il y a une espèce de matrice, il y a une espèce de protection de couche qui a été sécrétée par les bactéries pour les protéger sur la partie supérieure. Et donc, on a continué nos analyses de microscopie. On s'est aussi rendu compte et on a confirmé ces structures très poreuses. Finalement, le biofilm des leptospires, il a vraiment une texture d'éponge. C'est quelque chose qui est très poreux. Et ça, on pense que c'est très bien adapté pour les échanges de nutriments, à la fois pour recycler les nutriments à l'intérieur du biofilm, mais également pour éliminer les métabolites secondaires qui ne sont pas utilisés par la bactérie. Et on a aussi fait des tests in vitro laboratoire. On s'est rendu compte que les bactéries, les leptospires pathogènes qui forment un biofilm, finalement, elles sont résistantes à une élévation de température. Donc, jusqu'à 40 degrés, elles peuvent résister sous forme de biofilm. Elles résistent également à des pH plus élevés, à un stress salin plus important. Elles sont moins sensibles au rayonnement ultraviolet et elles sont aussi moins sensibles au traitement par des antibiotiques. Donc, on a pu finalement également montrer que ce biofilm-là, ça conférait une protection à des stress environnementaux simulés lorsque les leptospires pathogènes forment ce biofilm. Et donc maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est donc les leptospires forment un biofilm, a priori une structure de protection dans l'environnement, très bien. Alors, est-ce qu'on est capable de retrouver dans l'environnement calédonien ces leptospires pathogènes? Et donc, c'est ce qu'on a été faire. On a été dans l'environnement, on a été faire des prélèvements dans des endroits divers et variés de la Nouvelle-Calédonie. On a fait des prélèvements d'eau, des prélèvements de sol. Une fois qu'on rentre au laboratoire, on extrait l'ADN génomique de ces prélèvements-là et on regarde si on est capable de détecter la présence de leptospires pathogènes. Et finalement, on s'est rendu compte que dans presque la moitié, 40% des échantillons qu'on a collectés, finalement, on a détecté des leptospires pathogènes. Donc, c'est finalement des bactéries qui sont ultra présentes dans l'environnement calédonien. L'étape d'après, c'est elles sont présentes. Est-ce qu'on est capable de les isoler et de les cultiver pour pouvoir mieux les identifier? Donc, c'est l'étape suivante qu'on a aussi réussi avec succès, puisque à partir des échantillons de sol et de terre de sol et d'eau, qu'on avait collectés en Nouvelle-Calédonie, finalement, on a découvert en 2018 une quinzaine de nouvelles espèces qu'on a pu décrire, dont Leptospira numeraensis, canakensis et Neocalédonica. Et donc là, ça a été un peu un changement de se rendre compte que finalement, tous ces sols en Nouvelle-Calédonie, ils hébergent toute une panoplie de nouvelles espèces de leptospires. Et je me suis amusé à regarder finalement le nombre de représentants du genre Leptospira depuis la description du genre en 1914. Donc vous voyez qu'en 1914, il y a une seule espèce qui a été décrite, une espèce saprophyte qui est donc non pathogène pour l'homme. Et dès 1917, on a une espèce pathogène qui est décrite. Et vous voyez que pendant presque 70 ans, finalement, il y a uniquement ces deux espèces qui étaient les représentantes du clade. Et dans les années fin 1980, il y a une nouvelle technique qui est apparue. C'est une technique d'hybridation ADN-ADN. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en présence d'une nouvelle souche que vous voulez identifier, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'apparier son ADN à un ADN de référence. Et s'il y a un appariement qui sont identiques, donc ce n'est pas une nouvelle espèce, mais si ça n'apparaît pas, c'est qu'on est en présence d'une nouvelle espèce. Donc avec cette technique révolutionnaire à l'époque, archaïque pour nous maintenant, ils ont quand même réussi à identifier des nouvelles espèces. Fin des années 90, 1990, les techniques de séquençage ont commencé à arriver dans le milieu et là aussi des nouvelles espèces ont pu être décrites. Et 2015-2018, ça a été un petit peu le tournant et on voit qu'il y a vraiment une augmentation assez importante et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à regarder dans le réservoir environnemental et là, quand on a commencé à regarder dans les sols, finalement, on s'est rendu compte qu'elles étaient omniprésentes. Donc maintenant, le genre Leptospira, il comprend elles sont pas toutes décrites encore, mais elles sont sur le point d'être décrites, 82 espèces, et vous voyez qu'on en a découvert 24 en Nouvelle-Calédonie, et il y en a pour lesquelles elles ont pour l'instant été trouvées uniquement en Calédonie. Ici, je vous représente les arbres phylogéniques. Donc ça, c'est l'arbre phylogénique tel que moi, je l'ai rencontré quand je suis arrivé au laboratoire en 2015. Il y avait 22 espèces qui formaient l'arbre phylogénique des leptospires. Donc l'arbre phylogénique, c'est un peu, vous pouvez vraiment ça permet de voir les relations entre les espèces. Donc sur cet arbre-là, vous pouvez voir qu'il y avait 3 clades principaux, les espèces pathogènes, les espèces intermédiaires et les espèces saprophytes, 22 espèces.
Et ça, c'est l'arbre phylogénétique de la semaine dernière, donc avec les 82 espèces qui sont en cours de description. Et vous voyez qu'il y a un nouveau clade qui est apparu. Donc le clade des espèces saprophytes, finalement, il était sous-divisé en 2 clades différents. Et il y a aussi ce qui est important de remarquer aussi, c'est l'augmentation du nombre d'espèces qui ont été classées dans le clade pathogène. Et ça, c'est aussi important puisque c'est ces espèces-là qui sont du coup normalement responsables des infections chez les mammifères. Vous allez voir que finalement, dans tout ce clade pathogène, il n'y a qu'une sous-partie de ces espèces qui sont réellement dangereuses pour les humains. Donc, tout ça, c'est le clade des espèces pathogènes. Et finalement, il n'y a que 8 espèces qui sont réellement dangereuses pour les mammifères, qu'on retrouve à la fois dans le réservoir animal et qui sont capables d'infecter les humains. Et finalement, toutes les autres espèces ici, c'est des espèces qui sont peu ou soit la majorité d'entre elles, elles sont saprophytes, c'est-à-dire qu'elles vivent dans les sols, ou elles ont une capacité moindre d'induire une infection. Et finalement, vous voyez que ici, je vous ai mis une petite étoile sur toutes les espèces qui ont été isolées de Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on se rend compte que jusqu'à présent, toutes les espèces qu'on a pu isoler de l'environnement et des sols, finalement, elles ne sont pas pathogènes pour l'homme. Et elles ne sont pas capables non plus d'induire des symptômes dans les modèles cellulaires ou animaux qu'on a au laboratoire. Donc ça, c'était un peu pour rassurer. Il y en a beaucoup dans les sols, mais elles ne sont pas pathogènes pour l'homme, ou en tout cas pour le moment, on n'a pas pu montrer qu'elles avaient un effet néfaste sur la santé humaine. Je finirai sur cette diapositive. Il y a une information qui est assez intéressante, c'est que il y a des chercheurs qui ont essayé de dater en fait l'apparition des leptospires sur Terre, et ils ont réussi à dater l'apparition des leptospires à 2 milliards d'années. Donc l'ancêtre des leptospires, on estime qu'il a apparu sur Terre il y a 2 milliards d'années. Et ici, au niveau de cette branche-là, c'est l'ancêtre des espèces pathogènes, et elle a été datée une apparition entre 200 et 250 millions d'années. Et si on reporte ces dates-là sur la chronologie un peu de l'apparition des espèces sur Terre, donc 2 milliards d'années, c'est ici. Vous voyez que les premières leptospires sont apparues du coup quand même de manière assez précoce dans l'évolution de l'histoire. Et on voit que les leptospires pathogènes, 250 millions d'années, eh bien finalement c'est concomitant aussi avec l'apparition des mammifères sur Terre, donc 200-250 millions d'années. Et donc ces espèces pathogènes, ces leptospires pathogènes, on pense que c'est une évolution vers un mode de parasitisme des mammifères. Donc, c'est des bactéries qui étaient de manière originelle dans les sols et qui finalement se sont adaptées à l'apparition des mammifères et sont devenus parasites de mammifères. Voilà, merci bien, merci de votre attention. On va passer à la partie questions-réponses. Est-ce que certains d'entre vous ont des interrogations, des questions à poser aux intervenants? Vous nous faites signe, on vous passe le micro. Bonsoir. Du coup, j'ai quelques questions. Oui, la première, c'est à propos du mapping des clones de staphylocoque. Est-ce que le processus pour les référencer, c'est le même que pour les... non, j'oublie les noms. Les leptospires. Alors du coup, le mapping pour les référencer. Sur la slide où on voit tous les jaunes, Oui. enfin tous les clones. Quel a été le processus pour les sélectionner ouais. En fait, pour les collecter, donc là, je vous ai dit, on a typé donc une cinquantaine d'espèces, une cinquantaine de souches, mais on en a beaucoup plus dans le jeu de données. Mais donc, c'était en termes de coûts, il fallait donc en typer qu'un certain nombre. Et ce qu'on a fait là pour les sélectionner, c'était d'avoir un échantillonnage représentatif donc de la Nouvelle-Calédonie, donc d'essayer d'en récupérer sur l'ensemble du territoire. Et pour les récolter sur l'ensemble du territoire. Et pour les récolter sur l'ensemble du territoire. Comment vous faisiez du coup Là, c'était avec des laboratoires privés, donc notamment, pour ne pas les citer, Calédobio, et puis sinon, avec aussi comment ils étaient référencés au niveau d'une petite fiche qui était à remplir, mais ça, on en avait discuté également, c'était aussi un petit biais donc d'une personne. Après, on ne pouvait pas savoir où la personne avait réellement attrapé le staphylocoque doré en question, mais voilà, on s'est basé sur cette info-là. Du coup, c'est des prélèvements de terre, c'est des... Ah non, pardon, pour les staphylocoques dorés, c'est de humains.
Là, sur notre travaux, là, c'était sur des prélèvements, donc soit de plaies, soit de autres. Là, c'était de l'humain. Et pour les leptospires, je vais laisser Roman répondre. Pour les leptospires, ça a été expliqué. Ouais. Merci pour les présentations, c'était intéressant. J'ai une question pour Céphas. Sur les 300 bactéries de Biotécal, est-ce que tu as fait une sélection des bactéries? Si elle a été faite Oui, merci pour ta question. Alors, moi, je travaille sur les bactéries de Biotécal. Du coup, il y a des tests préliminaires qui ont été réalisés pour sélectionner des bactéries marines qui ont déjà une activité sur des souches pathogènes de référence et des souches résistantes également. Et du coup, moi, je pars du coup de ces quelques souches-là qui ont été préalablement sélectionnées. et c'est peut-être confidentiel, mais tu as des informations d'où viennent ces bactéries? Est-ce qu'elles viennent plus de coraux, d'algues ou d'huîtres? Alors, les bactéries, ce sont des bactéries qui ont été isolées de l'environnement côtier marin de Nouvelle-Calédonie. Du coup, on pourrait supposer que les bactéries sont associées à ces macro-organismes marins. Mais du coup, l'origine, il est assez bien protégé au cas où si on arrive à trouver des propriétés intéressantes, c'est de protéger tout ça. Bonsoir. Quand vous maniez les leptospires et les staphylocoques, vous prenez quoi comme précaution pour pas vous contaminer et contaminer le reste de la population? Pour les leptospires dans l'environnement, elles sont déjà présentes. Donc, si nous, les conseils qu'on donne pour éviter de se contaminer, c'est dès qu'on va avoir des activités qui sont en lien avec des activités récréatives en lien avec l'eau douce, par exemple, ça peut être un facteur d'exposition. Donc, c'est de se protéger, surtout si on a des plaies. Pas marcher pieds nus dans de la boue, dans de la terre. Si on a des coupures sur les mains, essayer de mettre des pansements ou mettre des gants quand on manipule du coup de la terre qui peut être à risque. Quand nous on fait le prélèvement, on est équipé comme au laboratoire, on a des gants, on a nos tubes à essai qui sont stériles, donc ça pour nous c'est pas une source d'exposition. Enfin, on sait le gérer de manière quotidienne presque. Et voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Autre question, donc merci pour la présentation. À propos des antibiotiques, on a vu du coup l'antibiogramme. Et comment vous déterminez qu'un antibiotique est efficace par rapport le spectre de l'antibiotique du coup? Du coup, merci pour votre question. Pour les antibiotiques de référence et connus, en fait, il y a ce qu'on appelle un référentiel. Et donc, on mesure le halo, le diamètre, voilà. Et donc, en fonction, donc, ça peut dépendre si c'est le référentiel européen ou le référentiel américain, mais c'est cette mesure du halo qui fait qu'on détermine si la bactérie, elle est résistante ou sensible à cet antibiotique. Du coup, j'ai une autre question sur la première présentation. Vous avez parlé des différentes résistances entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on n'inverse pas les antibiotiques entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie s'il n'y a pas les mêmes résistances? Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, justement, c'est un petit peu ce sur quoi on travaille au sein du laboratoire, c'est d'adapter donc, en fait, l'usage des antibiotiques donc, en fonction, là, en l'occurrence, des territoires. Et donc, typiquement, en Nouvelle-Calédonie, l'utilisation, par exemple, de la fusidine est à proscrire du fait de l'apparition de ce clone. Mais la fusidine marche très bien dans d'autres pays où ce clone-là, enfin, cette bactérie-là n'a pas acquis cette résistance-là. Par exemple, la fusidine, là, c'est pour le moment donc interdit de mise sur le marché. Donc, vous allez me dire,
Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On l'a remplacé par un autre antibiotique, donc la mupirocine. Et donc là, on fait exactement le même travail, c'est d'essayer de voir si maintenant donc l'usage de cette mupirocine va pas entraîner l'apparition donc d'une résistance à la mupirocine et ensuite faire réaugmenter donc par exemple cette courbe que je vous présentais. Mais ça, c'est typiquement entre guillemets, je vais pas dire naturel, mais voilà, c'est des effets observés. Et donc pourquoi pas plus tard revenir à l'usage de la fusidine si ce clone-là a disparu. Et du coup, est-ce que la résistance à la fusidine peut diminuer sans que le clone ne disparaisse réellement? Là, c'est le clone qui va disparaître plutôt parce qu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est au niveau génomique, la position des gènes de résistance impliqués, donc la résistance à la fusidine et la résistance à la méticilline. Donc, ils sont au niveau génomique très proches. Donc, la disparition de la disparition donc, de la résistance à la fusidine va entraîne cette disparition de la résistance aussi à la méticilline et là, potentiellement, dans notre cas, la disparition de ce clone-là. Mais c'est des choses qu'on est en train de suivre, comme je vous disais, donc tous les 2 ans avec des campagnes qui sont réalisées avec le CHT et l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Et après, pour répondre à votre question aussi, enfin, c'était pas vraiment dans votre question, mais les liens avec la métropole, c'est quelque chose qu'on n'explique pas forcément. Donc, je vous parlais donc pas sur le SARM, mais sur les entérobactéries. En métropole, on est plutôt sur des résistances de type OXA48, donc juste pour le petit nom. Et typiquement, c'est des résistances qu'on retrouve pas, donc ou très très faiblement, donc en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on a des liens avec la métropole quasiment journalier. Et donc là, dans le cadre de ce que je vous ai présenté, plutôt des liens avec la région Pacifique, donc pour ce qui est du SARM, donc en Nouvelle-Zélande, cette problématique, et donc là, pour ce qui est des entérobactéries productrices de carbapénémase avec l'Australie. J'ai plein de questions. Du coup, question plus générale, est-ce que vous diriez que la recherche pour trouver des nouveaux antibiotiques va plus vite que l'évolution de la résistance des bactéries? Il faut savoir que pour, mettre un antibiotique sur le marché, il y a plusieurs étapes. Du coup, il y a par exemple la première étape, c'est l'étape d'isolement et de caractérisation de la molécule antibiotique, typiquement le travail que je fais. Ensuite, il y a des tests précliniques, des tests sur les modèles animaux et aussi des tests, des tests cliniques, des tests sur des patients pour voir si la molécule antibiotique n'a pas d'effet, on va dire des effets indésirables sur l'homme. Donc tout ça, ça prend plusieurs années alors qu'on a que la prend, résistance. Ça prend environ 10 ans pour développer un antibiotique. Et une bactérie peut développer une résistance en 1 année, c'est ça? En ce qui concerne le SARM, il y a une augmentation, on va dire, c'est de 18% à 30% en quelques années. Du coup, en 2-3 ans, et puis on peut voir que Présenter ces phases, c'est sur l'évolution d'un clone qui se multiplie du fait qu'il soit sélectionné. Mais par exemple, pour la résistance, donc nous, on travaille sur des plasmides. Donc des plasmides, donc pareil encore, là, c'est au sein de la bactérie. Donc c'est des éléments mobiles que peuvent s'échanger les bactéries. Et ça, pour l'instant, il y a très peu de données là, sur le temps de transmission, mais ça peut aller vite. Donc des transmissions de résistance entre bactéries, quoi. Sur les sols ultramafiques, est-ce qu'il y a des leptospires qui ont été retrouvées et est-ce qu'elles sont résistantes aux métaux lourds ou par rapport à d'autres leptospires isolés ailleurs? Oui, on en a retrouvé sur tous les types de sols en Nouvelle-Calédonie. Alors, peut-être pas isolé des nouvelles espèces, mais en tout cas, retrouver des espèces, a priori, on le retrouve sur tous les types de sols. Résistance aux métaux,
j'ai pas trop d'éléments dessus. En tout cas, on les retrouve dans des sols où il y a beaucoup de métaux. Donc, voilà, je pense qu'elles arrivent à survivre à certaines concentrations de métaux. Après, je peux pas te dire si c'est plus ou moins que d'autres bactéries. En tout cas, ce qu'on regarde, je vais te parler pour le cuivre parce qu'on a commencé un petit peu à regarder la résistance au cuivre. Les régulateurs de tous les gènes qui vont être impliqués dans la résistance au cuivre, il y en a plus chez les espèces saprophytes que chez les espèces pathogènes. Donc, on a l'impression que les espèces qui sont habituées à vivre dans les sols, elles ont gardé des mécanismes, en tout cas de gestion du cuivre, qui semblent être un petit peu plus performants que les espèces qui deviennent pathogènes et qui vivent moins dans les sols ou de manière très ponctuelle. C'est une question totalement néophyte, hein, je ne suis pas du tout du domaine, mais sur les échelles temporelles que vous avez montrées, il s'est passé quelque chose il y a 2 milliards d'années, bon, à plus ou moins quelques centaines de millions d'années, je suppose. Il s'est repassé quelque chose il y a 250 millions d'années, et puis après, il y avait une micro-échelle d'un siècle, où là, on a vu plein d'autres choses. Ma question, c'est est-ce que c'est uniquement la technologie ou est-ce qu'il y a eu vraiment des nouveautés ? Est-ce que c'est juste la technologie qui a permis de voir des choses qu'on ne voyait pas avant ou je ne sais pas, il y avait une slide où vous avez montré voilà ça. Donc, est-ce que ça, c'est la technologie seulement qui a fait qu'on a vu des choses qui existaient ? Je pense que c'est une combinaison des deux. Donc, il y a vraiment des apports technologiques qui ont permis de séquencer l'ADN et de se rendre compte que c'est vraiment des séquences différentes, des espèces différentes, des génomes différents. Et il y a aussi le fait d'avoir été regardé un peu ailleurs que dans les animaux. Parce qu'en fait, pendant presque 100 ans, ça a été une maladie qui était uniquement étudiée d'un point de vue humain et animaux. C'est vraiment une zoonose. Le compartiment animal, le compartiment environnemental, pardon, il a pas du tout été exploré. Du coup, je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Et puis maintenant qu'on est un petit peu plus sensibilisé sur le fait qu'elles sont présentes dans les sols, on les regarde aussi plus, quoi. Oui, mais ça existait déjà dans les sols avant, et on n'y allait pas, quoi. Avant qu'on commence à les regarder, elles étaient là depuis longtemps, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, dernière question. Quels sont les symptômes de la leptospirose? Ça va être des symptômes qui ne vont pas être très spécifiques en début d'apparition de la maladie. C'est juste de la fièvre, des courbatures. Tu as des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques. On les confond même avec des symptômes de dengue ou une petite grippe. Voilà, c'est vraiment le diagnostic moléculaire, une prise de sang, mise en évidence de l'agent pathogène qui va pouvoir confirmer le diagnostic. Donc au début, il n'y a rien de très spécifique. Quand la maladie elle commence à évoluer, il y a une jaunisse qui apparaît. Donc là, ça oriente le diagnostic vers une lepto, mais sur les premiers jours, rien de très spécifique. Merci beaucoup pour vos questions et pour vos interventions. Donc, on peut applaudir nos intervenants de ce soir pour leur présentation. Merci à eux. Je vais laisser la parole à Marion. Donc, juste pour terminer, je vous présente la prochaine conférence qui aura lieu le 7 novembre à 18h à la province sud. Et ça va être sur les feux, les sols et l'eau, donc avec l'IRD. Voilà. Merci beaucoup d'être venus ce soir et bonne soirée.